Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le cours de la consultation en planification familiale. C'est un cours destiné aux étudiantes de la filière sage-femme, niveau S3, à l'Hospice de Beni Mellel. Ce cours est préparé et présenté par professeur Saada Belgler. Ce cours a pour objectif pédagogique, premièrement, d'écrire les 6 étapes du counseling en planification familiale en précisant l'intérêt de chacune d'elles. Deuxièmement, citer les différentes étapes de l'interrogatoire en consultation de planification familiale. Troisièmement, décrire l'examen général et l'examen des seins conformément à la fiche technique. Quatrièmement, citer les étapes de l'examen pelvien dans l'ordre décrit par la fiche. Et dernièrement, identifier sur une liste de matériel le minimum nécessaire pour faire un examen pelvien en planification familiale. Ce cours sera divisé en 2 chapitres. Premièrement, le counseling, dans lequel on va voir la définition du counseling, son intérêt et ses étapes. Le deuxième chapitre sera consacré à l'examen de la femme au cours d'une consultation en planification familiale. Donc cet examen est réparti comme ci-dessus. Donc tout d'abord, nous avons la préparation du local et du matériel pour la consultation de planification familiale, l'anamnèse, l'examen général, l'examen des seins, l'examen pelvien et aussi les examens complémentaires. Commençons par le premier chapitre, le counseling. Le counseling est défini comme étant c'est le processus par lequel une consultante des services de SMI ou bien de PF est aidée à exprimer ses problèmes ou encore ses besoins, à identifier les solutions possibles, à prendre une décision et à assumer les conséquences possibles de cette décision. Ce counseling a un intérêt selon 2 niveaux, donc soit au niveau des clientes ou bien au niveau du service. Au niveau du client, ça va permettre la résolution des problèmes. Ça va permettre également la satisfaction par rapport à la décision prise, aussi à acquérir plus de confiance en soi et par la suite plus d'indépendance concernant la prise de décision. Plus d'aptitude dans la prise de décision à l'avenir et aussi un meilleur choix de la méthode à adopter. Au niveau du service, ça va permettre de donner une bonne réputation au service et aussi moins de complications et de rumeurs liées aux prestations et aussi liées au service. Les étapes de counseling. Le counseling se déroule selon l'acronyme BERCER. Une bonne consultation doit être basée sur 5 temps. Premièrement, bienvenue, entretien, renseignement, choix de la méthode, explication et retour. On va voir chacune de ces différentes étapes. Commençons par la première étape du bienvenue. Donc, pour la bienvenue, dès que vous vous trouvez en face de la cliente, consacrez-lui toute votre attention. Soyez poli, ça veut dire vous allez la saluer, présentez-vous et offrez-lui un siège. Demandez ce que vous pouvez faire pour elle avec une amabilité. Rassurez-la que vous n'allez pas répéter ce qu'elle va vous dire. C'est-à-dire ici dans le cadre de secret professionnel. Expliquez ce qui va se passer durant la visite. Décrivez sommairement l'examen physique et le cas échéant,
les tests de laboratoire à effectuer et mener la consultation à l'abri des oreilles indiscrètes. E. Entretien. Durant l'entretien, la cliente exprimera ses besoins. Vous allez l'aider à parler de ses besoins, de ses souhaits, tant en matière de planification familiale que dans les autres aspects de la santé sexuelle et reproductive. Exprimez les moindres doutes et posez des questions relatives à la planification familiale. Si la cliente est nouvelle, s'enquérir de ses antécédents en précisant son âge, sa situation familiale, le nombre de ses grossesses, le nombre de ses naissances, le nombre d'enfants vivants, son utilisation du planning familial dans le passé et dans le présent, et aussi ses antécédents médicaux. Expliquez à la femme que vous demandez ces informations pour l'aider à choisir la meilleure méthode de planning familial et ou à résoudre d'autres problèmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Sachez que beaucoup de clientes ne connaissent pas les noms de maladies ou d'états pathologiques exigeant l'intervention de la médecine. Allez poser donc à ces clientes des questions concernant toutes les parties de leur corps. Cela vraiment va les aider à les rappeler de certaines choses et à vous en parler. Si les clientes ne sont pas nouvelles, leur demander si rien n'a changé depuis la dernière visite. E. Renseignements sur les méthodes contraceptives. La cliente doit être informée sur toutes les méthodes de planning familial disponibles. Expliquez à vos nouvelles clientes quelles sont les méthodes disponibles et où ils peuvent s'en procurer. Et allez demander à vos clientes ce qu'ils savent et quelles sont les méthodes qui les intéressent. Vous pourrez découvrir qu'une cliente est mal renseignée. Si c'est normal, apportez avec tact les corrections nécessaires. Décrivez à vos clientes brièvement chacune des méthodes que la cliente désire mieux connaître et indiquez-lui le mode d'action et l'efficacité de la méthode choisie, les avantages, les inconvénients ainsi que les effets secondaires possibles. C. Le choix de la méthode appropriée par la cliente. Aidez chaque cliente à choisir la méthode qui correspond à ses projets, ses besoins et références en planning familial. Il est important ici de l'écouter et de poser des questions. Demandez-lui s'il y a une méthode qu'il voulait employer. Certaines clientes savent ce qu'ils désirent. D'autres auront besoin d'une aide pour préciser leur choix. Pour aider la cliente à choisir, lui demander quels sont ses projets et quelle est sa situation familiale. Par exemple, l'espacement de naissance. Certaines femmes veulent limiter le nombre de naissances, limiter le nombre d'enfants, etc. Demandez à la cliente ce que souhaite son mari comme méthode contraceptive. Et bien sûr ici, le mari ou bien le partenaire, ça joue un rôle très important dans la prise de décision en ce qui concerne la méthode de contraception à adopter. Demandez-lui s'il y a quelque chose qu'il ne comprenne pas. S'il le faut, répétez les informations. Certaines méthodes ne sont pas sans danger pour certaines personnes. En pareil cas, le dire à la cliente et lui donner des explications précises. L'aider ensuite à choisir une autre méthode.
vérifiez si la cliente a pris une décision précise. Pour cela, posez la question à la cliente: quelle méthode voulez-vous utiliser? E. Explication du mode d'emploi de la méthode. Après que la cliente a choisi une méthode, lui présenter le produit, s'il s'agit d'un échantillon ou bien les schémas. Si la méthode n'est pas immédiatement disponible, lui dire comment, quand et où se la procurer. Allez expliquer comment utiliser la méthode. Demandez à la cliente de répéter les instructions. Pour cela, il faut écouter attentivement la réponse pour être sûr qu'ils s'en souviennent et qu'ils les aient bien comprises. Décrire les effets secondaires possibles et lui dire la conduite à tenir face à ces effets. Demandez à la cliente de répéter ces informations. Pour certaines méthodes, telles que la contraception chirurgicale volontaire, on demande à la cliente d'amener son mari pour signer le formulaire de consentement. Bien évidemment, ce formulaire précise que la cliente ou bien le couple veut employer cette méthode, a reçu bien évidemment des informations la concernent et les a comprises. Il faut aussi aider la cliente à comprendre ce formulaire et aussi ses implications. Et si possible, donner à la cliente une documentation concernant la méthode. R. Retour visite de contrôle. Expliquer à la cliente à quel moment il devra revenir pour une visite de contrôle. Lui préciser qu'il peut revenir avant cette date s'il a des problèmes ou s'il désire d'autres informations. Durant cette visite de contrôle, vous devez demander à la cliente s'il continue à utiliser la méthode. Si oui, lui demander s'il avait des problèmes avec la méthode. Demandez s'il y a des effets secondaires. S'il a des effets secondaires, précisez leur gravité et rassurez la cliente qui présente de légers effets secondaires en lui disant qu'ils ne sont pas dangereux. Lui suggérer ce qu'il est possible de faire pour les surmonter. Si les effets secondaires sont graves, la référer à la consultation médicale. Et puis, demander comment la cliente utilise la méthode. Et vérifier qu'il l'utilise correctement. Demander à la cliente s'il a des questions à poser. Si la cliente veut essayer une autre méthode, lui reparler des autres méthodes et l'aider à en choisir une. Ne pas oublier que changer de méthode n'est pas une mauvaise chose. C'est normal. Personne ne peut vraiment prendre de décision à propos d'une méthode sans l'essayer. En outre, la situation d'une personne peut changer. À ce moment-là, une autre méthode peut être meilleure. Si une cliente désire avoir une grossesse, l'aider à arrêter la méthode. Insister sur l'importance des soins prénataux et montrer à la cliente où il doit se rendre pour la consultation prénatale pour faire un suivi régulier de sa grossesse s'il devient enceinte. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre. C'est l'examen de la femme au cours d'une consultation en planification familiale. Et on va commencer par la première étape de cet examen. C'est la préparation du local et du matériel pour une consultation de planification familiale. Le local réservé à l'examen des femmes au cours d'une consultation en planification familiale doit être un local propre, retiré, bien éclairé
est muni d'une source d'eau et de savon et chauffé en période froide. Organisez la salle de manière à ce que les instruments et le matériel stérile soient à la portée de la main. La table d'examen doit être une table confortable, propre et nettoyée avec une solution chlorée à 0,5% avant la consultation. Le matériel à préparer pour l'examen sont doigtiers stériles, premièrement un appareil doigtier stérile, des compresses stériles, un pince porte-coton, une solution antiseptique, des gants stériles, le nécessaire pour faire les prélèvements, un lubrifiant, récipient avec décontaminant pour recevoir le matériel utilisé, un spéculum et un seau à pédale, ce qu'on appelle la poubelle. Deuxième étape de cet examen, c'est l'anamnèse. Donc l'anamnèse est définie comme étant une étape très importante dans le choix et dans la prescription judicieuse d'une méthode contraceptive. Elle permet d'identifier les indications et les contre-indications à l'utilisation d'une méthode contraceptive donnée. L'anamnèse doit donc être systématique et minutieuse. Elle doit préciser, premièrement, l'identité de la femme, tout ce qui est son âge, son adresse, sa profession, ses antécédents, à savoir ses antécédents médicaux, par exemple, est-ce qu'elle a déjà une pathologie cardiaque ou bien pathologie endocrinienne, ses antécédents chirurgicaux, si elle avait déjà une chirurgie pelvienne, une chirurgie mammaire, etc. Ses antécédents familiaux, par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Ses antécédents gynéco-obstétricaux, donc tout ce qui est l'âge de sa première menstruation, le nombre de ses grossesses, le nombre de ses enfants et aussi son passé contraceptif. Troisième étape de l'examen, c'est l'examen général. L'intérêt de cet examen n'est pas seulement de dépister d'éventuelles contre-indications à l'utilisation d'une méthode, mais encore d'informer la femme sur son état de santé avant toute prescription. Ceci ne peut que la rassurer et la mettre en confiance. Cet examen général repose dans un premier temps sur l'inspection. Donc on doit inspecter des conjonctives à la recherche d'anémie ou bien d'ictère, inspecter la peau à la recherche d'une pigmentation anormale, l'inspection de la thyroïde à la recherche de goitres ou bien de nodules, et aussi inspecter les membres inférieurs à la recherche d'œdème ou bien de varices. Nous avons aussi la palpation de l'abdomen à la recherche de masse ou encore des douleurs du haut ou bien du bas de l'abdomen, hépatomégalie. Nous avons également l'auscultation cardiaque pour rechercher une irrégularité de rythme ou encore un souffle cardiaque. Nous avons aussi la prise de la tension artérielle et du pouls, la prise du poids et l'analyse d'urine éventuellement pour rechercher l'albumine ou bien le sucre. Donc, comme vous voyez ici, c'est un schéma qui représente l'examen général avec les différents éléments que nous venons de voir. Quatrièmement, c'est l'examen des seins. L'examen des seins revêt un intérêt particulier au cours de la consultation en planification familiale. Il permet d'identifier tout problème de sein
nécessitant un traitement ou une orientation vers une consultation spécialisée. L'examen des seins peut être pratiqué par le médecin ou encore par la sage-femme ou encore par une infirmière dûment informée en matière de la palpation ou bien l'examen des seins. Il contient également d'apprendre à la cliente à s'auto-examiner tous les mois après les règles. L'examen des seins se déroule selon 4 étapes. Commençons par la première étape. Donc la première étape repose sur l'inspection des seins quand la cliente est en position assise. La procédure à suivre. Quand la cliente a les bras le long du corps, comme vous voyez ici dans le schéma, observez les seins pour déceler les nodules ou encore des tuméfications, des crevasses aux zones de peau décolorées ou épaissies. Deuxièmement, demandez à la cliente de lever les bras au-dessus de la tête et observez de nouveau les crevasses qui peuvent indiquer la présence d'un cancer sous la peau. Ensuite, demandez à la cliente d'appuyer sur ses hanches avec les 2 mains. Donc cette position contracte les muscles se trouvant sous les seins, va permettre d'inspecter davantage pour déceler les crevasses et les zones aplaties qui semblent différentes entre les 2 seins. Observez les mamelons pour déceler toute ulcération ou encore éruption ou tout écoulement. S'il y a une rétraction au niveau d'un mamelon, alors que ce n'est pas le cas au niveau de l'autre, demandez si la rétraction est récente et si le mamelon rétracté peut retrouver sa forme antérieure pour l'allaitement. Ici, une rétraction qui est récente, d'un côté seulement ou bien qu'il est irréversible, fait soupçonner un cancer sous-jacent. Deuxième étape, c'est l'étape de la palpation des seins quand la cliente est en position allongée. La procédure à suivre ici, vous allez demander à la cliente de s'allonger et de placer le bras du côté examiné au-dessus de la tête. Ceci étalera le tissu mammaire et rendra plus facile la localisation des nodules. Allez faire une division imaginaire du sein en 4 zones, comme vous voyez ici. D'accord? Donc nous avons 4 quadrants. Un quadrant supérieur interne, quadrant inférieur interne, quadrant supérieur externe et quadrant inférieur externe. Sans oublier la partie du tissu mammaire s'étendant jusqu'au creux axillaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aisselles. Ici, l'examen des seins doit inclure la base des seins, d'accord? Ça veut dire la petite partie du tissu mammaire allant jusqu'à les aisselles et les ganglions lymphatiques. D'accord? Les ganglions lymphatiques, ce sont ces ganglions qui vont drainer les seins et qui sont bien sûr situés au niveau des aisselles. La plupart des cancers des seins se localisent dans le quadrant supérieur externe des seins. Utilisez aussi les 3 doigts médians, d'accord, à plat pour comprimer et mobiliser. C'est-à-dire ici, on va essayer de palper et aussi de rouler doucement le sein contre la cage thoracique. Il est important d'examiner tous les tissus mammaires et aussi les ganglions lymphatiques.
Cela, bien sûr, repose sur le fait de faire des mouvements circulaires, comme vous voyez ici dans le schéma, ou bien des lignes parallèles pour examiner le tissu mammaire dans son intégralité. Si la cliente a une poitrine tombante, il peut être plus facile de palper ses seins contre la paume de votre main que contre sa cage thoracique. En palpant le sein, notez toute sensibilité. Donc bien évidemment, cette sensibilité est normale juste avant les règles. Vous devez également noter tout nodule, c'est-à-dire toute masse que vous sentez lors de la palpation. Si on trouve un nodule, comprimez doucement le sein pour rechercher la présence de crevasses, pouvant être le signe d'un cancer. Comparez le nodule aux caractéristiques du tissu mammaire normal. Ici, le tissu mammaire normal est symétrique. Le tissu lobulaire est le même dans les deux seins, comme vous connaissez déjà. Donc, le tissu mammaire normal n'adhère pas à la peau recouvrant le sein ou aux muscles qui se trouvent sous les seins. Le tissu mammaire normal s'engorge juste avant les règles, devenant plus sensible et moins tendu après les règles. Vous devez également palper doucement l'aréole et le mamelon, d'accord, pour déceler des nodules. Notez tout écoulement anormal, comme par exemple un écoulement du sang ou du pus. Notez aussi que la galactorrhée, c'est-à-dire la sécrétion latée, est normale chez les femmes en période de postpartum et peut se poursuivre même un an après l'arrêt de l'allaitement. C'est-à-dire le fait d'avoir un écoulement du lait, ça ne veut dire pas que c'est un écoulement qui est anormal, mais plutôt ça dû à l'allaitement, à la lactation. Palpez doucement les selles, ça veut dire le creux axillaire pour déceler, on voit ici, pour déceler des ganglions lymphatiques augmentés de volume et de douleur. Normalement, ici, de nombreux cliniciens préfèrent réaliser cette palpation quand la cliente est assise et qu'elle croise les bras sur sa poitrine. Troisième étape, apprendre à la cliente à examiner elle-même ses seins. Ça veut dire ce qu'on appelle l'auto-examination. Donc ici, en examinant les seins, commentez chaque étape afin que la cliente puisse apprendre ce que l'on fait. Après avoir examiné les deux seins, demandez à la cliente de reprendre la procédure. Observez pour s'assurer qu'il garde le bras de côté examiné le long de son corps, qu'il utilise ses 3 doigts médianes à plat et examine entièrement le sein, y compris la base du sein. Et par la suite, vous allez lui recommander de reprendre à la maison la procédure en position assise et aussi en position debout. Particulièrement important pour les femmes qui ont une poitrine volumineuse, après avoir examiné ces deux seins en position couchée. Demandez à la cliente si elle a des questions à poser au sujet de l'examen ou bien sur ce qu'elle a ressenti au niveau de ses seins. Et lui rappeler qu'il doit examiner elle-même ses seins, c'est-à-dire elle va pratiquer l'auto-examination tous les mois après les règles et qu'elle doit revenir à la consultation si elle remarque des anomalies. La quatrième étape, c'est l'étape d'adresser, si nécessaire, la cliente à une consultation spécialisée. Adresser toute femme ayant des nodules faisant soupçonner un cancer ou d'autres anomalies à un service approprié.
Poursuivre l'examen en se référant aux directives cliniques locales, exemple un examen de l'abdomen, examen du pelvis ou bien un frottis cervico-utérin, et prescrire les méthodes de contraception non hormonales adaptées. Cinquième étape, c'est l'examen pelvien. L'examen pelvien se fait chez une femme en position gynécologique, avec bien sûr la vessie vide. Donc cet examen pelvien a pour objectif de découvrir toute anomalie pelvienne qui peut nécessiter un traitement ou être une précaution pour une méthode de contraception donnée. Déceler toute complication pouvant survenir à la suite de l'utilisation d'une méthode contraceptive. Et chez les clientes en postpartum ou encore en post-abortum, rechercher les problèmes éventuels qui peuvent apparaître au cours du processus de rétablissement. Donc cet examen pelvien repose dans un premier temps sur l'inspection. Donc ici, on doit inspecter des organes génitaux externes à la recherche de pertes, d'un saignement, des varices vulvaires ou encore des irritations, des lésions de grattage ou ulcération. On doit également faire l'inspection des parois vaginales et du col à l'aide de spéculum. Deuxième étape de cet examen pelvien, c'est la palpation. La palpation se fait par le toucher vaginal combiné au palpé abdominal. Ici, on doit examiner les organes génitaux internes pour déterminer la taille et la forme de l'utérus et des ovaires, déceler les masses ou les sensibilités douloureuses anormales pour l'insertion du dispositif intra-utérin, le DU, déterminer la position de l'utérus et sa situation par rapport au col, écarter toute anomalie, grossesse, anatomie interne anormale, etc. Et aussi pour l'utilisation des méthodes hormonales, écarter toute possibilité de grossesse ou du cancer dans le cas où l'anamnèse révèle un risque justifiant l'examen pelvien. Également, rechercher les causes du plainte au sujet de perte vaginale anormale, de douleurs pelviennes ou d'aménorrhée, spécialement pour écarter toute possibilité de grossesse ectopique. Allez faire l'examen bimanuel, c'est-à-dire ici la palpation combinée au toucher vaginal. Donc pour le col, notez sa position. Est-ce qu'il s'agit d'une position centrale ou latérale? Pour l'utérus, appréciez sa taille, augmenter de volume ou non, sa position. Est-ce qu'il y a une position médiane, antiversée ou rétraversée? Et sa consistance. Est-ce qu'elle a une consistance ferme, normale, dure, fibromateux, ramollie ou bien gravide? Si l'utérus en position antérieure, comme vous voyez ici dans le schéma, ici nous avons un utérus qui est antiversé, antifléchi, donc son corps est palpable entre les doigts placés dans le cul du sac vaginal et la main abdominale. Si l'utérus est en position postérieure, comme vous voyez ici, position rétroversée, rétrofléchie, son corps ne sera pas palpable. Donc ici, placez alors les deux doigts vaginaux dans le cul de sac postérieur et appuyez plus fort avec la main abdominale. Un examen rétrovaginal confirmera facilement cette position.
pour identifier l'utérus en position médiane, intermédiaire, comme vous voyez ici. Les doigts vaginaux se placent alternativement dans le cul-de-sac postérieur, puis antérieur, afin d'exclure les deux positions ci-dessus mentionnées. Concernant les annexes, allez rechercher leur mobilité et leur souplesse. Une annexe fixe et adhérente est une annexe inflammatoire. Normalement, cet examen ne doit pas être douloureux. Ensuite, nous avons l'examen au spéculum. Donc, l'examen au spéculum repose sur, premièrement, la pose du spéculum. Comme vous voyez ici, donc le spéculum, nous avons deux types, soit un spéculum à usage unique, c'est-à-dire utilisé une seule fois et jeté, ou un spéculum à utilisation multiple, c'est-à-dire il doit être stérilisé à chaque utilisation. Donc, on doit dans un premier temps faire la lubrification du spéculum avec une solution antiseptique, sauf lorsqu'on veut effectuer des prélèvements pour ne pas fausser les résultats. Tenir le spéculum avec les mains fermées. À l'aide de l'autre main, écarter les lèvres et demander à la cliente de pousser vers le bas afin de relâcher les muscles du périnée. Ensuite, insérer le spéculum de façon à ce que les lames glissent obliquement entre les lèvres. À mi-chemin, le tourner dans la position horizontale. Ouvrir les lames doucement en exerçant une légère pression vers le bas sur la fourchette pour localiser le col. Ensuite, serrer le vis pour garder le spéculum en place. Donc après la pose du spéculum, on passe à l'examen de l'état du col. Donc on doit examiner sa taille. Donc le col a une petite taille dans les cas normaux ou boursouflé en cas d'inflammation. On doit aussi examiner son contour. Donc un col normal a un contour qui est régulier. Il peut être irrégulier avec présence de kystes, de polypes ou de cicatrices de lésions inflammatoires anciennes. On doit examiner aussi sa couleur. Un col sain est en général de couleur rosée, peu vascularisé. La présence d'une hypervascularisation ou encore un saignement, d'une éversion ou de perte purulente doit faire rechercher l'existence d'une pathologie génitale. On doit aussi apprécier l'état de la muqueuse vaginale, rechercher les signes d'une éventuelle inflammation, rechercher la rougeur, un exsudat hémorragique, etc., une érosion ou la présence d'une tumeur. Et ensuite, on va pratiquer si besoin les prélèvements mucobactériologiques et les frottis cervico-vaginaux. Après tout ça, on va passer au retrait du spéculum. Pour le faire, on doit desserrer la vis du spéculum et retirer doucement le spéculum en le tournant afin de sortir les lames en oblique. En ce qui concerne les examens complémentaires, donc ces examens complémentaires dépendent des antécédents et les résultats de l'examen de la cliente. Ils pourront concerner soit un prélèvement vaginal ou encore un frottis cervical ou la glycémie à jeun selon les cas. En général, grâce à l'interrogatoire, à l'examen clinique, on peut dépister la plupart des anomalies nécessitant un traitement, pouvant être une précaution pour une méthode contraceptive donnée. Toute femme chez laquelle l'examen clinique ou encore paraclinique dépiste une anomalie sera adressée à la consultation médicale.
Et troisième élément, c'est l'interprétation des résultats de l'examen clinique. Donc ici, on doit étudier la convenance de la méthode pour la cliente en fonction des résultats de l'anamnèse et aussi de l'examen clinique et en se référant aux critères d'éligibilité. Si la méthode choisie ne convient pas, vous devez aider la cliente à faire le choix informé d'une méthode contraceptive.